La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Haïti, première république noire du monde, qui a arraché son indépendance au prix du sang de l'ancienne colonie française en 1804, n'a pas arrêté depuis à faire les manchettes pour toutes sortes de raisons. Aujourd'hui, depuis les événements récents du 7 février dernier, en passant par le séisme du 12 janvier 2010, pour une raison ou pour une autre, Haïti est dans les médias et fait les manchettes. Le pays a connu plusieurs événements et plusieurs rebondissements qui amènent journalistes, analystes politiques, éditorialistes, la société civile à s'impliquer ou se prononcer d'une façon ou d'une autre sur la question haïtienne. Insécurité, problèmes économiques, instabilité politique, tout cela traduit en quelque sorte le tableau, le panorama de l'Haïti que nous avons aujourd'hui. Pour parler de la chose, les dirigeants de Café Philo ont introduit le sujet d'aujourd'hui. Sommes-nous dans une crise en Haïti? Est-ce qu'on est vraiment dans une conjoncture de crise? J'ai deux intervenants, et non des moindres, qui vont intervenir sur la question. Le premier, je vous le présente, Ralph Jean-Baptiste, coordonnateur de Café Philo, qui a fait des études de droit. Il est philosophe de formation et licencié en sciences du langage. Il est coordonnateur national de Café Philo, je le dis. Et ensuite, il est analyste politique, parce qu'il faut que je l'ajoute, parce qu'il se prononce régulièrement sur la question haïtienne. Le deuxième intervenant, Jenny Williamson-Casimir, journaliste, correcteur nouvelliste, mémorant en sociologie de la faculté des sciences, humaines, professeur de lettres. Il a travaillé pour IDEA International et aussi il a travaillé pour les éditions C3. Donc ces deux intervenants vont vous présenter autour de la question qu'on a introduite aujourd'hui, leur point de vue pendant 20 minutes chacun et nous allons les écouter. Mais avant cela, nous allons procéder à l'hymne national. Nous allons entonner l'hymne national pour respecter la tradition de Café Philo et je vous demande de vous mettre debout pour l'hymne national de la République d'Haïti. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos points de terre, du sol soyons ses maîtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la baguette, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau. Et sans plus tarder, nous allons écouter Hasta Siempre de Julio César Barbosa, qui est le chant-thème de Café Philo. Je vous demande d'apprécier. Merci. Aprendimos a quererte
desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. D'emblée dans le sujet, je dirais que
Jenny Williamson Casimir, qui est mémorant en sociologie, que moi personnellement je trouve que le sujet tel qu'on le pose est quand même osé de le poser de la sorte. De demander et de questionner est-ce que nous sommes dans une conjoncture de crise, dans la dynamique qu'on connaît, avec tous les événements qu'on connaît, je trouve déjà intéressant que la question se pose comme ça. Donc nous allons commencer d'abord par le sociologue, parce que selon moi, il y a en filigrane de cette problématique une crise sociétale, mais on va peut-être demander au sociologue de nous en dire plus. Jenny Williamson Casimir, que je vous demande d'écouter avec attention. Je te remercie, cher directeur de cabinet. Je remercie aussi Café Philo de me donner cette opportunité de pouvoir me prononcer enfin sur cette question. Déjà, je dois quand même le confesser, j'ai pratiquement consacré 2 articles à cette conjoncture, puisque cette conjoncture de mon lieu d'intellectuel, de mon lieu de journaliste, m'interpelle au plus haut point. Mais avant même de vous entretenir davantage sur la question, j'aimerais rendre un hommage à cette grande figure intellectuelle qu'a incarné Leslie François Saint-Roch Maniga, parce que, comme on le sait bien, Leslie François Saint-Roch Maniga figure parmi, à mon avis, parmi ces intellectuels, ces chercheurs qui ont consacré leur vie à Haïti, mais bien entendu du lieu de la réflexivité. La deuxième chose que j'aimerais exprimer, et je pense à un ami qui est dans la salle, c'est A Continuum. A Continuum, qui a été à un certain moment actif, cette association qui a été active à la Faculté des sciences humaines, qui a consacré même une revue à cette question. Pourquoi nous sommes dans cette galère? Pourquoi nous sommes dans cette misère? Pourquoi cette Haïti dans laquelle nous vivons patauge aussi longtemps dans cette misère? Et notre revue, la première publication bien entendu, a été formulée de la façon suivante: Archéologie du tragique haïtien. Nous avons essayé, autant que faire se peut, et il faut quand même le souligner, de voir l'histoire, de retracer l'histoire de ce tragique, de cette crise, si on peut l'appeler ainsi. La dernière chose qui va m'amener directement au sujet de ce soir, c'est mon article, l'article que j'ai publié il y a pratiquement 3 mois au Nouvelliste, qui s'intitule Du danger de la dissuasion, dans lequel j'ai effectivement montré que, à partir, j'ai prétexté l'affaire Petro-Caribé pour revoir certaines stratégies d'acteurs, pour revoir j'ai envie de dire, de nouvelles modalités que prend cette crise à travers ces acteurs-là, et comment ces acteurs-là, peu ou prou, participent de cette perpétuation, j'ai envie de dire, crisique. Alors là, ce qu'il faut dire dès qu'on parle de conjoncture de crise, c'est que le terme de conjoncture et le terme de crise, les 2 termes sont concomitants. C'est-à-dire que l'un appelle l'autre, au sens où, dès qu'on parle de conjoncture, en règle générale, on fait appel, pour ainsi dire, à la crise. La conjoncture, c'est quoi? De manière très lapidaire, c'est la résultante des traits permettant de saisir un phénomène social à un moment donné. Autrement dit, pour parler de conjoncture, il faut comprendre la conjoncture à un moment donné de l'histoire d'une société. Et la crise, pour ainsi dire, sans entrer dans toute la littérature de la question, c'est le signal même, c'est l'alarme, c'est le symptôme qui nous permet de comprendre comment la conjoncture se manifeste à ce moment donné précis. Alors, à partir de cette petite définition, si je puis l'appeler ainsi, on peut comprendre, par exemple, dans le cas de la sociologie européenne, ou plus précisément française, toute la littérature sociologique, qu'il s'agisse de Durkheim, de Weber, de Ferdinand Tönnies, ou plus précisément de Myriam Ovaud-Dallon, qui a même consacré un livre à cette question, qui s'intitule La crise sans fin. La crise a toujours été l'obsession des chercheurs en sciences sociales. Donc c'est la première raison, à mon avis, qui justifie le sujet de ce soir. La deuxième raison, c'est la permanence du mal haïtien. Tout le monde s'accorde à dire que ce mal-là qui nous terrifie, qui nous gangrène, et tout le monde s'accorde à dire qu'en réalité, ce qui arrive à notre pays tend à se perpétuer sous une forme ou sur une autre. Et les chercheurs en Haïti, qu'il s'agisse des chercheurs, j'ai envie de dire, d'horizon académique ou encore des intellectuels de tous bords, se sont intéressés à cette question. Et qu'il me suffise de vous rappeler, par exemple, quelques textes majeurs et portant même sur le phénomène de la crise, et qui ont même prêté le titre de crise pour
pour aborder le phénomène de crise. Par exemple, André Georges Adam, une crise haïtienne 1867-1869, Sylvain Salnave, qui a dressé toute une analyse de conjoncture de Sylvain Salnave, qui a montré toutes les dynamiques de pouvoir et les jeux d'acteurs, bien entendu avec une dominante marxiste. Leslie Maniga, que nous venons de voir dans ce petit extrait. Michel Hector, qui est à mon avis le théoricien de la crise en Haïti, puisqu'il a consacré d'ailleurs crise et mouvement populaire en Haïti, pas seulement crise et mouvement populaire, mais également un ensemble d'articles qui a montré à travers l'histoire de ce pays comment ce mal dans lequel nous nous trouvons, comment ce mal-là arrive à se constituer, à s'enraciner, à se cristalliser. Et aussi, mon ancien professeur et ami, je n'aimerais quand même pas l'oublier, Frédéric Gérald Chéry, qui a écrit un texte qui est publié, je crois, en 2006, et Société, économie et politique en Haïti, la crise permanente. Et enfin, le professeur Frisor Villieu, que vous connaissez tous, la crise haïtienne contemporaine. Alors, la crise haïtienne du développement. Alors, la première conclusion à laquelle il faut parvenir dès qu'on parle de ce lieu-là, c'est que pour la plupart des chercheurs, il y a un optimisme qu'on constate. C'est que au-delà de la justesse de leur analyse, au-delà de ce tragique-là, on dirait qu'il y a une quête perpétuelle de solutions. Et cette quête perpétuelle de solutions se manifeste même dans la teneur de leurs propos. Quand bien même, je pense notamment à ceux-là qui n'ont pas utilisé le titre de crise, quand bien même ils n'ont pas épousé le titre, le thème dans le titre de l'ouvrage, il y a quand même en filigrane, j'ai envie de dire, tout ce souci de voir comment on peut résorber cette crise. La troisième, qui est à mon avis plus actuelle, c'est cette affaire Petro-Caribé que j'ai intitulée la bombe Petro-Caribé. C'est une bombe puisque de la manière dont elle a éclaté aujourd'hui et nous amène, en tout cas, dans mon cas à moi, m'amène à partager avec vous, le public de Café Philo, mais également aux téléspectateurs, m'amène à soulever quelques interrogations qui peuvent quand même vous intéresser pour vous permettre de comprendre comment ou encore en quoi cette affaire Petro-Caribé participe de surgissement de cette crise dans laquelle nous vivons qui est sans conteste perpétuelle. Quelques petites questions. Une première question, quel est le montant véritable de cet accord-là engagé, dans lequel se trouvent engagés Haïti et le Venezuela? Au début, on pensait qu'il s'agissait de 3,8 milliards. Certains turiféraires qui sont proches du pouvoir parlent d'1,7 milliard de dollars. Je pense notamment à l'actuel président de l'Assemblée nationale, notre fameux animal politique, Joseph Lambert. Après le début du rapport, encore le rapport partiel qui vient d'être publié par la Cour supérieure des comptes, actuellement, on parle de 4,2 milliards de dollars. Au moment où nous parlons, on sait qu'il s'agit de 4,2 milliards de dollars, mais on ne sait pas, après l'enquête judiciaire, de quelle somme il s'agira exactement dès qu'on parle de Petro-Caribé. La deuxième question, est-ce que, et il faut quand même avoir le courage de poser cette question, est-ce qu'il y a eu dilapidation ou mauvaise gestion? Ou, si l'on veut être audacieux sur cette question, est-ce qu'il y a eu bonne gestion? Il faut se rappeler que le patron de la PVD et Caribé SA, Bernardo Alvarez Herrera, et l'ambassadeur vénézuélien de l'époque, Pedro Antonio Canino González, ont clairement affirmé que le fonds Petro-Caribé a été clairement dépensé. Ce qui veut dire qu'il y a débat. Une troisième question, en quoi sommes-nous ou non concernés par cette affaire? Parce qu'il faut quand même le confesser, le gros peuple, cette catégorie-là qu'on écarte en général dans les débats politiques, n'est pas concerné par cette affaire. Et quelques petites remarques pour vous permettre de comprendre cette question. Par exemple, l'affaire Carifesta. Nombreux, et je vais le dire publiquement sur la télévision Caraïbe, nombreux d'entre eux, les Petro-Challengers, puisqu'on va parler de Petro-Challenge ce soir, ont quand même participé à Carifesta. On le sait. On n'en parle pas, on ne sait pas pourquoi. Le carnaval des fleurs, Corée étudiant, Psugo. À mon avis, je crois que celui ou celle qui n'a pas péché doit envoyer la première pierre. Parce que autant que l'on
creuse cette affaire Petro-Caribé, autant qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui sont impliqués. Une quatrième question, qui est à mon avis la question, d'où viennent les Petro-Challengers? Et je pense que c'est une question essentielle lorsqu'on retrace l'origine même de cette affaire Petro-Caribé, ou encore le Petro-Challenge. Je rappelle, pour les téléspectateurs et les téléspectatrices qui me regardent en ce moment, et pour vous qui êtes dans l'assistance, que cela découle je vais le dire très clairement, que cela découle de cette affaire de... le terme m'échappe. Oui, cela découle de Push-Up Challenge et cela nous amène à Petro Challenge. Il suffit d'aller revisiter l'Internet pour comprendre la trame de l'histoire. Cela a mis aux prises Paul qui est devenu une star, qui est à mon avis un cas pathologique, on le sait très bien, qui est devenu une star et qui a pratiquement challengé, qui a harangué Calibre. Calibre qui s'est trouvé offusqué, a répondu, bien entendu, à Paul qui. Bon, on sait quand même l'histoire. Et que notre musicien, je parle de préférence de Tidjo Zeni. Tidjo Zeni, voulant prendre de la hauteur, a répondu à Calibre. Et Calibre, pour dépasser la question, pour montrer que le challenge ne doit pas s'arrêter là, il a automatiquement posté une photo où il a affiché littéralement « Si quelqu'un veut me challenger, venez me challenger ici ». À savoir Côte Petro-Caribé. À ce moment-là, il n'était pas question, et je le rappelle, pour l'histoire et pour la vérité, il n'était nullement question de certains Mirambo. Mirambo, d'ailleurs, a fait son poste qui n'a pas eu toute l'audience que cela va avoir par la suite. Peut-être qu'au cours des discussions, on pourra peut-être me proposer une autre version de l'histoire. Moi, c'est cette version à laquelle je tiens, moi. Dernière question. Que faut-il attendre de cette affaire au contour ombrageux et sinueux? Je parle de l'affaire Petro-Caribé précisément. Rappelons au moment où nous parlons que le secteur privé ou encore les hommes d'affaires et les femmes d'affaires de ce pays se mêlent de la partie. Qui peut dire aujourd'hui que Dimitrivov n'est pas un Petro-Challenger? Les politiques n'en parlent plus. À mon avis, il s'agit d'un jeu d'ombre, pour reprendre la trame du biopic du fameux détective Sherlock Holmes. Pour vous qui avez vu le film de Sherlock Holmes, vous allez comprendre ce à quoi je fais allusion lorsque j'utilise le terme de jeu d'ombre, c'est-à-dire un jeu d'acteur, un jeu où le malin le plus intelligent surprend le malin le moins intelligent, où les grands seront plus lacérés par les grands plus forts qu'eux, c'est-à-dire seront maltraités par les grands plus forts qu'eux. Maintenant, à partir de la conjoncture, on peut quand même remonter à l'histoire, parce que ce qu'il faut quand même retenir de l'analyse de conjoncture, c'est que ce que nous vivons actuellement rejoint dans une large mesure, à mon avis, les grandes caractéristiques ou encore les grandes lignes qui caractérisent les crises haïtiennes. Globalement, quand on observe, quand on analyse les crises haïtiennes d'une manière générale, on voit quoi? Très bêtement, on voit dans un premier temps une entente tacite ou déclarée des élites, qu'il s'agisse des élites politiques, économiques, intellectuelles, sur leur même mission, l'idée de maintenir la richesse nationale. Deuxièmement, leur mépris du populaire. Je vais prendre un exemple pour illustrer leur mépris du populaire. Regardez comment on s'est approprié le phénomène du parti cordé. Et je me souviens, puisque je suis correcteur au Nouvelliste, je me souviens de l'article de Éroald Jean-François qu'il a intitulé de la manière suivante « Quand le pâté haïtien devient un objet de luxe ». C'est pour vous montrer comment on s'approprie ce phénomène-là, comment on essaie de débarrasser ceux-là qui pratiquement participent du vécu populaire haïtien et on injecte dans cette pratique-là des valeurs purement commerciales et élitaires. Leur vénération de l'international. Troisième élément, leur vénération de l'international. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, ça concerne la correspondance du secteur démocratique après la mise à feu du drapeau américain. Remarquez bien, ce phénomène de l'ordre que nous avons observé, que nous avons vu tous dans le pays, n'a pas tant concerné le secteur démocratique. Il y a eu pas mal de casses. Alors qu'il suffit pour qu'un drapeau américain soit brûlé, pour que le secteur démocratique condamne un acte qu'il a jugé, j'ai envie de dire, répréhensible ou encore réprobatoire.
Un autre exemple, ce qui s'est passé, par exemple, par rapport les 7 étrangers, alors pour reprendre le terme du conseiller spécial du président Jovenel Moïse et Guichard Doré, les 7 humains qui ont débarqué, je ne sais pas par quels moyens encore, dans ce pays, regardez comment le gouvernement a traité cette situation. Tout le monde veut se tirer d'affaire, tout le monde veut s'innocenter, alors qu'en réalité, on le sait tous, la façon dont cette question-là a été traitée montre, et j'ai envie de dire, cette bassesse, cette platitude de nos élites politiques, notamment des élites qui sont au pouvoir en place par rapport à l'international. Leur hantise, un autre élément, l'usage de la sophistique politique en lieu et place de la dialectique politique. On peut le comprendre facilement à travers l'Internet. Là, il suffit d'un simple tweet, et le professeur Dovelien en parlait ce matin à l'invité du jour de Valérie, il suffit d'un simple tweet pour contrebalancer des travaux de 30, de 40 ans, des travaux de réflexion mûrement réfléchis, mûrement concoctés. Il suffit d'un simple tweet, d'un simple travers pour renverser des réflexions mûrement réfléchies. Alors que du lieu de la dialectique politique, on sait très bien que la dialectique politique exige l'écoute, l'empathie et aussi l'intersubjectivité, l'humilité par rapport au populaire. Ce qui fait que, à mon avis, ce qu'il nous faut, quand on parle de la conjoncture, c'est, j'ai envie de dire, un esprit froid. C'est un terme que j'emprunte, bien entendu, au philosophe Nietzsche, pour au moins se démarquer, pour avoir au moins une certaine distance. Et cette distance, il nous la faut présentement, parce que dans tout ce tohu-bohu dans lequel nous nous trouvons, on peut se dire que sans cette distance, on continue à entretenir cette galère dans laquelle nous nous trouvons. Maintenant, venons-en à la conjoncture. La conjoncture, à mon avis, cette conjoncture dans laquelle nous nous trouvons peut se comprendre au travers de ces indicateurs, et je vais le dire de manière très lapidaire, très provisoire, puisqu'il y a quand même des gens qui ont la même formation que moi, qui peuvent quand même en ajouter davantage, au travers de ces critères, de ces caractères. Déjà, sur le plan politique, je retiens au moins 5 éléments. Le premier élément, à mon avis, c'est l'apathie politique après le désenchantement face aux promesses au pouvoir lavalassienne. Qu'il nous suffise de vous rappeler, chers téléspectateurs, chers assistants, que le fameux triptyque justice, transparence et participation a inspiré pas mal d'enthousiasme. Mais ce qui arrive, c'est que de 1990 ou encore de 1991 à 2010, on a constaté qu'en lieu et place de la réalisation, de la concrétisation de ces promesses-là, c'est la reproduction du même, ou encore l'empire du même, sous le couvert d'un certain populisme. Deuxième élément, c'est l'éthique prédatrice des politiques. Qu'on se trouve du côté du pouvoir ou encore du côté de l'opposition, on voit quoi? C'est le souci pour les hommes et les femmes de pouvoir de s'accaparer des espaces de pouvoir, à la fois pour s'enrichir, mais également pour reproduire une certaine élite, une certaine oligarchie. Parce que le terme élite, à mon avis, est trop noble pour l'utiliser dans ces cas-là. C'est l'éthique prédatrice de ces élites-là. Et il suffit de voir la conjoncture dans laquelle nous vivons pour se rendre compte. Par exemple, au-delà de cette apparente contradiction, opposition ou encore antagonisme qu'il y a entre ces messieurs-là, il y a des lieux où ces gens-là se rencontrent. Par exemple, il y a même des créneaux, il faut le dire, il y a même des créneaux à partir desquels ou à travers lesquels ces gens-là arrivent à se reproduire, arrivent à s'entendre sur certaines questions. La troisième caractéristique, à mon avis, ce sont les jeux d'ombre au sein du régime PHTKiste. Parce que, à mon avis, l'une des raisons pour lesquelles cette crise arrive à ce stade, c'est qu'il y a une crise même au sein du pouvoir PHTK. Et lorsque je parle du pouvoir PHTK, je ne fais pas nécessairement référence aux partis politiques, je parle plutôt au régime politique au sens strict du terme. C'est-à-dire le régime politique qui à la fois comprend l'exécutif et le législatif, les partis politiques qui se trouvent liés à PHTK, Vérité, etc., et aussi une frange de l'oligarchie économique. Parce que quand on prend le PHTK, il suffit de voir toute l'ampleur, toute l'envergure de la campagne du président Jovenel Moïse pour voir la dimension même, les tentacules même de ce pouvoir. La quatrième cause, c'est l'épouvantail de l'insécurité fabriquée. Parce qu'il
il faut quand même le reconnaître. Moi qui habite, par exemple, au centre-ville, je le constate régulièrement, il suffit d'un claquement de doigts pour activer l'insécurité. D'ailleurs, j'ai même consacré un article au Nouvelliste qui date de quelques mois, que j'ai intitulé « Le verre dans le fruit », pour montrer que cette insécurité-là, à laquelle nous nous exposons régulièrement, obéit au principe de l'interrupteur. C'est-à-dire on peut l'éteindre, on peut l'activer ou le désactiver au gré des besoins et des circonstances, pourvu que cela obéisse à un certain nombre d'intérêts. Enfin, l'aubaine Petro-Caribé. À mon avis, il y a l'aubaine Petro-Caribé ou encore l'opportunité Petro-Caribé donne lieu à l'émergence d'un ensemble d'acteurs. Je fais encore une fois référence à mon article du danger de la dissuasion, dans lequel j'ai montré comment cette affaire Petro-Caribé a créé 3 types d'acteurs. Et la catégorie d'acteurs qui m'intéresse, qui est l'acteur qui est dans le mainstream, qui se compose, qui se subdivise entre le suivisme et permettez-moi un moment, entre les acteurs qui sont à la fois les suiveurs, mais les acteurs conscients, j'ai oublié le terme que j'ai utilisé dans mon article, montre très clairement que nous sommes en face d'une situation, nous faisons face à une situation où les élites politiques traditionnelles, les militants traditionnels se trouvent pratiquement décontenancés et cela donne lieu à des types d'acteurs qui, d'une façon ou d'une autre, produisent ou encore entretiennent une certaine imposture. Ça, c'est sur le plan politique. Maintenant, sur le plan social. Sur le plan social, il faut remonter beaucoup plus loin. À mon avis, la première cause, c'est la disparition des grands récits. Le terme de récit, c'est un terme que j'ai emprunté à Jean-François Lyotard, qui a consacré même un grand livre sur la modernité qui s'intitule « La condition postmoderne », où il a montré que l'une des choses qui caractérise la postmodernité, c'est la disparition des grands récits. N'oubliez pas que les grandes idéologies qui ont eu pignon sur rue en Haïti, c'était le noirisme, le marxisme ou encore l'indigénisme, ou encore la gauche qui a pris la forme lavalacène que nous connaissons. Alors qu'au moment où nous parlons, ces idéologies pratiquement ont volé en éclats pour donner naissance à une autre type d'idéologie sur laquelle bien entendu va intervenir Ralph, qui est l'idéologie de l'aide pratique, qui est l'idéologie du sujet technologique, de l'entrepreneur technologique. Parce que l'entrepreneur technologique, c'est quoi? C'est un sujet qui appartient bien entendu qui appartient à ma génération, puisque je suis jeune, et qui, sous le couvert d'une certaine modernité technologique, qui se faufile dans les couloirs du pouvoir pour s'investir, pour investir les champs politiques. Je ne vais pas prendre d'exemple, je laisse le soin à Ralph, puisque Ralph va nommer certains noms, pour au moins identifier nos nouveaux imposteurs. Enfin, la nouvelle jeunesse. La nouvelle jeunesse, à mon avis, se trouve tiraillée entre 2 figures. Il y a la figure du Brédien, qui est cette figure-là que nous exécrons, littéralement. La figure du Brédien, c'est cette figure-là que nous ne voulons pas voir, et qui développe à travers ses pratiques, à travers ses repères, qui développe et son Haïti à lui, qu'il ne suffise par exemple d'évoquer le phénomène Rabodaï, et l'entrepreneur technologique dont je viens de vous parler. L'entrepreneur technologique utilise un grand créneau qui est l'Internet. Et l'Internet, à mon avis, c'est un trompe-l'œil. Et grâce à ce trompe-l'œil qui est l'Internet, on peut facilement se construire politiquement, on peut se prétendre militant, on peut se prétendre haïtianiste, nationaliste, etc., etc. Donc, ce sont les quelques pistes que je voulais mettre à votre appréciation. Je laisse le soin à Ralph d'en rajouter davantage et j'espère qu'au moment des questions, vous aurez bien entendu des désaccords, mais également que vous me permettrez d'enrichir à la fois mon propos, mais également enrichir le propos des téléspectateurs et de l'assistance. Merci bien. Bon, et Ralph Jean-Baptiste, philosophe de son état, avec lequel personnellement j'ai eu quelques échanges sur le sujet, question de transition, Casimir a fait allusion à peut-être une partie de la présentation de Ralph et qui va certainement nous apporter une approche plus universelle, peut-être plus académique, mais certainement une approche philosophique parce qu'il est philosophe de profession. Ralph, est-ce que nous sommes dans une conjoncture de crise? Merci à Paulson, merci à Casimir qui partageait ce panel avec moi ce soir et merci à Café Philo de me donner l'opportunité d'échanger avec un public
autour d'un sujet qui m'intéresse et sur lequel j'ai été amené à intervenir, notamment dans des émissions de radio très prisées en Haïti. Évidemment, je pense que Casimir anticipe sur ma réponse à la question que vous venez de me poser, Paulson, dans la mesure où, effectivement, comme il le montre, Casimir, il y a lieu de parler d'une permanence, d'une persistance du mal haïtien, en tout cas d'une permanence de la crise haïtienne. Vous savez, le professeur Yves Doristal prenait souvent plaisir à dire qu'en Haïti, seule la crise n'est pas en crise. Évidemment, il s'agit d'une boutade. S'il faut aller plus loin et pour rester en même temps dans la problématique qui nous interpelle, on pourrait commencer avec cette idée que l'on considère dans ce cas de figure précis, c'est-à-dire que l'intervention de Casimir fait fond sur un contrepoint que l'on va dire politique et à la limite aussi épistémologique. Dans la question suivante, dans la forme qu'elle prend en tout cas et les enjeux sur lesquels elle peut, pourquoi ne pas le dire, déboucher. Le pouvoir en place, précisément le président de la République, doit-il partir ou non? Quand on évoque cette question, on voit là qu'il y a d'actualité en plus, on voit là que nous mettons l'accent et le doigt sur quelque chose de plus fondamental. Nous mettons l'accent sur les éventuels programmes de transition qui peuvent faire que Haïti finalement arrive à se prendre en main. Les chercheurs en sciences sociales qui ont travaillé sur la question haïtienne, Casimir vient d'en parler, ont suffisamment montré, dans une certaine mesure, notamment Leslie François Saint-Roch-Maniga et dans ce livre dont nous parlions il y a un instant, La crise haïtienne contemporaine, que la société haïtienne vit un drame qui consiste dans le fait de passer de ce qu'il appelle du stade du traditionnel au stade, on va appeler, moderne. Et dans une certaine mesure, il y a comme une espèce de querelle des anciens et des modernes au niveau du champ des sciences sociales haïtiennes sur cette question. Pour ma part, je veux m'inscrire dans le continuum du propos tenu par Casimir et que nous partageons, j'espère que vous vous en rendrez compte au final en commun, qui est donc de dire que pour moi, il y a un ensemble de questions, et notamment des questions qui renvoient à la question de la conjoncture et de savoir s'il s'agit donc d'une conjoncture de crise ou non, qui peuvent être donc abordées par une problématique qu'avec Casimir depuis environ 3 ans, à Café Philo, j'ai initié, qui s'appelle donc, ou qu'il est convenu d'appeler, les nouvelles intelligibilités du vécu contemporain haïtien. Les nouvelles intelligibilités du vécu contemporain haïtien me permettent, dans ce cas particulier, de mettre sur la table l'idée que, comme le dit admirablement Axel Honnête dans La Société du mépris, que nous avons aujourd'hui de plus en plus, sous un mode très accéléré, affaire à des pathologies sociales du temps présent. Et que donc, pour penser ces pathologies sociales du temps présent, il nous faut convoquer la pensée. Il nous faut être sur le plan de la pensée, dans la mesure où la pensée, comme nous le dit Arendt, c'est en tout cas quelque chose qui nous oblige à saisir ce qui nous arrive, à le subsumer à la limite. Et donc, dans cette même perspective, si on veut voir la chose avec Merleau-Ponty, penser d'une manière ou d'une autre l'actualité, c'est toujours se mettre à l'épreuve des événements que nous rencontrons. Et ces événements nous permettent aussi, quand nous essayons de les étudier, de rencontrer quelque chose que l'on va appeler avec Merleau-Ponty l'inacceptable. Et évidemment, il s'agit là de citations de Myriam Revaud-Dallon, de Merleau-Ponty et d'Arendt dans ce livre paru récemment chez Seuil en 2018 qui s'appelle « La faiblesse du vrai ». Pour en parler donc précisément, je voudrais m'en tenir à 3 aspects particuliers de ces pathologies sociales du temps présent, si vous voulez. La première chose, ou le premier aspect, concerne ce que j'appelle, grosso modo, la montée du jeunisme. Si vous observez bien ce qui se passe dans ce que l'on va appeler la verbomanie haïtienne à proprement parler, aujourd'hui, de plus en plus, dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les conversations entre amis ou dans d'autres espaces publics, on entend souvent parler du fait qu'il faut donner le pouvoir aux jeunes, que maintenant nous avons besoin, pas celle de Boulos, évidemment, d'une 3e voie, et que la jeunesse serait cette catégorie qui l'incarnerait. J'y vois là
une bêtise à proprement parler et un non-sens dans la mesure où, pour trois raisons. Premièrement, c'est donc un non-sens de donner le pouvoir à une catégorie identifiable dans un espace social. Vous savez, en Haïti, moi, ça m'a toujours plu de voir que, puisque nous sommes dans un pays où il n'y a pas suffisamment de débats sur un certain nombre de choses, notamment des débats qui portent sur l'épistémologie, on se plaît souvent à croire qu'il y a une catégorie, il y a un statut social, par exemple, des artistes, il y a des statuts sociaux pour d'autres gens, sans penser, par exemple, qu'au moins, dans une certaine mesure, ce sont des choses sur lesquelles les cours d'OTI à l'université ont plus ou moins, ce sont des problèmes en tout cas qu'ils ont plus ou moins résolus. Et donc pour moi, première chose, c'est donc un non-sens de dire qu'il faut donner le pouvoir aux jeunes, parce qu'il s'agit d'une catégorie identifiable exclusivement sur la base d'une poussée démographique. Il ne faut pas oublier que les jeunes sont plus nombreux aujourd'hui en Haïti et que les démographes, comme j'aime souvent à le répéter, parlent d'un bonus démographique. Et donc pour une deuxième raison, on va dire, assez bourdieusienne, c'est-à-dire que la jeunesse n'est qu'un mot. La jeunesse n'est qu'un mot dans la mesure où, s'il faut prolonger la réflexion, on peut même en venir à penser que, d'une certaine manière, la jeunesse est prise au piège, dans la mesure où on est toujours le jeune de quelqu'un. Le jeune est toujours méta-pensé. Il n'est jamais un jeune qui s'inscrit dans une dynamique de se penser par soi-même. Il est toujours le jeune d'une catégorie, le jeune par exemple de l'adulte, du vieillard, le jeune, pourquoi ne pas le dire, même du Petit Prince de Saint-Exupéry. Quelque part, dans le Petit Prince de Saint-Exupéry, il y a lieu de mettre l'accent sur cette idée fondamentale, qui a donc une critique qui est proposée des grandes personnes, donc des adultes, et pourquoi ne pas le dire aussi, dans la mesure où la jeunesse est toujours quelque chose comme porte, comme fenêtre, qui ouvre sur la vie adulte, et donc par conséquent, par voie de conséquence, sur les adultes aussi. Et une troisième chose, me semble-t-il, au vu des choses, en réalité, mes chers amis, il me semble qu'il n'y a pas forcément de velléité chez les jeunes haïtiens, de faire autrement, de construire autrement, de faire politique autrement. À titre d'exemple, il suffit d'avoir à l'esprit des exemples comme gouvernement jeunesse, parlement jeunesse, jeunes corrigènes, etc. On ne peut pas dénombrer le nom d'initiative où à chaque fois c'est un mot qu'on nous assène pour cacher quelque chose de malsain, de plus profond, qui est donc un projet à la limite anti-haïtien, même un projet anti-sociétal. Et j'en viens donc à dire, pour finir sur ce premier aspect, sur cette première déclinaison, qu'il n'y a pas de vertu, qu'il n'y a pas d'éthique juvénile à proprement parler. Et un deuxième aspect auquel j'accorde énormément d'intérêt, le peuple introuvable. Peut-on donc y voir, si vous voulez, quand on parle aujourd'hui de peuple à tort et à travers, encore une fois, le signe de la mise en œuvre d'une quelconque nouvelle théorie critique en Haïti. Dans le sillage du travail que fait admirablement, encore une fois, Axel Honnête, qui fait remonter et tout le travail de l'école de Francfort à Rousseau et non forcément à Hobbes. C'est-à-dire un travail de philosophie sociale qui considère que, étant donné que l'homme est un individu qui ne peut se faire qu'à chaque fois dans des logiques de sociabilité, quelle sociabilité proposer qui peut à la fois nous émanciper et nous rendre proprement libres. Et dans ce cas de figure, il me vient de penser que si nous refusons de croire que, comme le propose Alain Renaud dans Qu'est-ce qu'un peuple libre, que le peuple en question, le peuple haïtien, c'est donc un peuple contre l'État haïtien, un peuple en tout cas qui veut déclarer que l'État haïtien est un État failli ou un État manqué, comme le dit Chomsky, il nous faut peut-être aller plus loin. Et quand on va plus loin, ce qui se cache, me semble-t-il, en tout cas la partie cachée de l'iceberg, consiste donc à montrer que quand autant on parle de peuple, autant, ces derniers temps notamment, autant l'idée c'est de sauver le peuple de lui-même. L'idée c'est d'inscrire ce discours dans un mépris et donc dans une distance. Ce n'est jamais forcément la question que j'aime tant de Spivak revient à chaque fois, qui est donc à la base une question gramscienne. À quelles conditions les subalternes peuvent-ils effectivement parler? Dans quelle mesure le peuple en Haïti peut parler de lui-même quand nous réalisons qu'à chaque fois, les gens qui en parlent, ce sont la plupart du temps des réactionnaires petits bourgeois, des gens qui se font passer aujourd'hui, puisque c'est tellement facile de se le dire, pour des militants. Et donc cette vulgate
pro-peuple, si vous voulez, cette rhétorique pro-peuple, cache quelque chose de malsain, encore une fois. Pour le saisir, il suffit d'avoir à l'esprit que l'opérationnalité du discours pro-peuple aujourd'hui en Haïti, puisqu'on n'a pas arrêté de nous parler de peuple qui était descendu dans les rues, le peuple veut faire la révolution, le peuple a faim, etc. Au fond, ce qui s'y joue, ce que l'on voit apparaître, c'est donc l'idée qu'il nous faut résoudre un problème réel, qui est donc celui des classes moyennes. Et si vous allez surfer sur Internet, vous allez voir que au moins pendant 3 ou 4 mois, il y a eu une production abondante de textes sur les classes moyennes. Et que disent en filigrane ces textes? Quel est donc le propos de ces textes? Sinon que de dire qu'il faut que les classes moyennes répondent à l'appel qu'on leur lance, parce que sinon, ce sera fait dans peu de temps. Parce que sinon, il ne faut pas oublier 6-7 juillet. Parce que sinon, le peuple, s'il est vrai que dans une certaine mesure, il est introuvable, il n'existe pas, il y a peut-être des espaces où il se manifeste, notamment dans ce que j'aime appeler philosophiquement, dans le sens foucaldien du terme, la figuration émeutière. Le 6-7 juillet, c'est le peuple autrement pensé et vécu que les gens qui se prennent pour les bien-pensants, les vigiles de la bien-pensance des classes moyennes ont voulu nous le faire croire. C'est donc ce peuple, encore une fois, et c'est pour cela que je parle de son introuvabilité, dans le sens de Rosan-Vallon, qui est tellement introuvable qu'il négocie, le peuple devient un dealer, il négocie donc son vote, le suffrage universel direct, pour 1000 gouttes par exemple. Il ne faut pas l'oublier, au moment des élections, il suffit d'avoir 1000 gouttes quand on est candidat pour s'acheter des votes. Donc le peuple joue. Et de l'autre côté, encore une fois, on est très dans la biopolitique, mes chers amis, on est donc foucaldien. Le pouvoir, comme il l'a toujours fait, agit sur la vie du peuple. Il agit tellement qu'il cherche des partenariats, il cherche des contrats avec d'autres pays qui permettent au peuple à tout moment de voyager, d'aller au Chili, de s'inscrire dans quelque chose que l'on va appeler, d'un point de vue transnational, la division transnationale du travail. Le peuple haïtien aujourd'hui dépasse, et ça me fait penser évidemment à Benedict Anderson, précisément dans son texte sur la communauté imaginée, le peuple haïtien dépasse le cadre local de son existence et devient donc, depuis tout au moins Georges Anglade, une population qui va rendre des services au président du Brésil, qui va en rendre aussi à Michel Bachelet, qui va en rendre dans toute l'Amérique latine, et où il y a une forte demande du travail. J'espère que ça vous fait penser, pour ceux-là notamment qui ont lu Gouverneur de la Rosée, sous un autre point de vue que je ne partage pas forcément quand on parle de théorie littéraire, d'un point de vue esthétique. Donc, en tout cas, de cette période où les Haïtiens, au début des années 1900, allaient couper la canne à Cuba, par exemple, ou en République dominicaine. Et donc, pour moi, ce peuple est d'autant introuvable que Franklin Midi, qui est un sociologue haïtien, le montre admirablement dans un texte qu'il a publié, dans un article publié dans Chemin Critique, une revue très connue, et dans une partie qui s'appelle « Instrumentalisation du peuple de la rue ». Dans cet article, Midi nous dit ceci: « L'armée des pro-Duvalier et ses attachés paramilitaires refoulent le peuple hors de la rue. Les partis politiques anti-Duvalier et pro-démocratie restrictive instrumentalisent le peuple de la rue. Le vote étant désormais la seule voie admise d'accès au pouvoir après le triomphe de la démocratie moderne, ces partis en lutte pour le pouvoir d'État sous l'emblème de la démocratie se voient obligés de conquérir d'abord le peuple. Ils s'en vont en guerre l'un contre l'autre, tous au nom du même peuple. Le résultat de ce jeu, pour un tel enjeu, c'est la partition, la partition du peuple. Chacun se retrouvant avec pour butin sa part de peuple. C'est ainsi qu'on en vient à parler du peuple de Famille Lavalas, du peuple de Petite Dessalines, du peuple de Mopod, du peuple de Vérité, et enfin du peuple des autres partis ou groupements politiques. Il m'a paru important de mettre l'accent sur cette deuxième déclinaison dans la mesure où, me semble-t-il, autant on parle du peuple, autant il ne s'agit que du mot et non de la chose. La vérité du peuple nous est toujours introuvable, et notamment durant ces derniers jours. Et j'en viens à un troisième et dernier aspect de mon intervention, puisqu'il faut faire vite et rester donc dans le temps. Qu'est-ce qu'un pétro-challenger, à proprement parler? Il me semble que c'est une question qui vaut la peine d'être posée, tant elle donne lieu à des impostures et à des dynamiques d'identification abondantes. Casimir, vous l'avez remarqué tout à l'heure dans sa présentation,
a essayé de l'aborder sous l'angle de son extraction. D'où vient le Petro-Challenger? Moi, je m'en tiens à son ontologie, c'est-à-dire que je pose la question de savoir qui est-il à proprement parler. Quand je pose ce genre de questions, j'en viens donc à la fois d'un point de vue conceptuel et exposé au fait, à la réalité des choses, au fait donc que le Petro-Challenger est un usurpateur, au moins pour cette raison. Suivez mes amis. Il est un usurpateur dans la mesure où il veut s'immiscer dans une chose que la société politique haïtienne a créée et à laquelle évidemment il a toujours tourné le dos et qui ne semble pas du tout la concerner. En d'autres termes, l'affaire Petro-Caribé a longtemps été l'affaire de Moïse Jean-Charles, l'affaire d'André Michel, qui a introduit depuis bien des lustres le procès, et l'affaire donc des politiques. Aujourd'hui, ça devient même, sans les Petro-Challengers, l'affaire de Séan. Si vous suivez, vous allez voir qu'au-delà du fait que Séan en a fait mention dans son discours, il se fait que le PM Séan a remis le dossier au commissaire du gouvernement. Les Petro-Challengers n'y sont toujours pas. En plus, dans un arrêté où il est question de mettre en place un comité de facilitation du dialogue et où il n'est dit nulle part que Carlo Joseph y a accès en qualité de Petro-Challenger, les Petro-Challengers sont montés comme d'habitude au créneau, notamment sur les réseaux sociaux, pour radoter. Parce que dans ce genre d'occasion, il ne faut pas que quelqu'un d'autre se revendique contre quelqu'un d'autre le titre de Petro-Challenger. Alors que, comme l'a dit, et en ce sens, je le suis parfaitement, ce matin, encore une fois, Fritz Orvilliers, il s'agit tout au moins du point de vue de la sociologie des organisations, d'une foule et rien de plus. Et c'est d'autant vrai que les Petro-Challengers sont Petro-Challengers selon qu'ils sont dans les espaces urbains. Le Petro-Challenger de Saint-Marc ou de Petit-Goâve est un Petro-Challenger dans la mesure où il vient participer aux activités autour du Petro-Challenge qu'organisent les Petro-Challengers de Port-au-Prince. Il est donc toujours un Petro-Challenger périphérique. Et jamais un jeune ou un Petro-Challenger à proprement parler qui prend fait et cause pour quelque chose qui s'appelle la dilapidation d'un fonds public et qui demande donc que ces fonds soient restitués. Et on le voit tellement bien que depuis quelque temps, depuis la publication du rapport de la partielle, nous dit-on, de la Cour supérieure des comptes, les Petro-Challengers, ainsi qu'ils s'identifient, commencent à parler de notre chiffre, 4,2 milliards. Donc on est passé, sans y avoir réfléchi, sans avoir rien examiné, de 3,2 milliards à 4 points et machin milliards. Donc il y a là un souci, quoi. Ça veut dire quoi dans ce cas de figure, être Petro-Challenger? Il me semble que pour aller plus vite, et c'est ça un deuxième aspect, les Petro-Challengers sont des réactionnaires petits bourgeois. Je vais l'expliquer très clairement. Haïti nous voulons, nous pas dormir, la dérive de la gauche estudiantine qui pendant longtemps a défendu les valeurs du professeur Annie-Louis Juste, d'Ancel Rémy, a trouvé qu'il pouvait être bon de s'associer à un projet qui incarne sous une forme peut-être décalée, mais qui incarne quand même le groupe de Boudon et à travers, par exemple, les gens d'Haïti Nouvléa, qui ont cru qu'on pouvait lancer dans un pays où l'instrument de communication, le réseau de communication qui atteint plus directement le peuple, c'est la radio, qui trouve qu'on ne pouvait mieux faire que de lancer un mouvement social, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et qui nous fait attendre toujours, encore une fois, un document qui s'appelle l'idée avant l'idée. Encore une fois, faut-il se demander, qu'est-ce que cela peut vouloir dire, ce genre d'ânerie, l'idée avant l'idée? Est-ce qu'on peut être en politique et en même temps s'y extraire? Je pense que ce sont des questions qui sont d'autant importantes pour moi et pour les gens qui veulent y consacrer du temps que, par exemple, un des aspects de cette affaire, c'est de montrer qu'il y a un Paul Qui et un Atis Panche qui se dédoublent. Tantôt tantôt Atis Panche qui incarne avec de nombreux de Petro-Challengers la société du spectacle qui va faire par exemple les stand-up ladies, ces âneries, ces maladies, ces pathologies sociales, si vous voulez, où tout est versé dans la visibilité, à l'idée de surfer, de se montrer, de se faire voir, à la publication de soi, comme le dit admirablement Mazarine Pinjot. Il y a donc deux Atis Panche. Il y a une autre société qui incarne Atis Panche, c'est la société où Atis Panche demande, dans le sillage de J. Perry, quitter pays marché. C'est donc cette société, dans une certaine mesure,
que les pétro-challengers ont toujours incarné. Et c'est ça qu'on appelle la conscience petite bourgeoise. Comment vouloir faire la révolution en demandant que le système change, que l'on change de système, et en s'y retrouvant parfaitement. En s'y retrouvant, par exemple, notamment en ne comprenant pas que c'est l'économie néolibérale, l'économie mondialisée, on n'a pas beaucoup réfléchi dans ce pays sur cet aspect, qui nous amène ce que l'on appelle les réseaux sociaux. Et que la mondialisation ou le néolibéralisme est une phase avancée du capitalisme de services et de communication. Donc cela ne permet pas forcément, quand bien même on peut l'utiliser à ses propres fins, de faire la révolution. Il faudrait peut-être y réfléchir pour se rendre compte à quel point on est en train d'errer. Et donc, dans ce cas de figure, il me vient de penser à Macalin Boussiko. Macalin incarne un type de pétro-challenger, un entrepreneur technologique, comme vient de le dire Casimir. Il a pris part aux premières manifestations où l'on demandait Côte-Cop Petro-Caribé. Et à la suite du fait que Macalin aurait été victime, son local Bange aurait été victime, il demande dans un poste encore une fois, pour quitter le pays le marché. Parce que l'Haïti de Macalin est aussi le tourisme. L'Haïti de Macalin, c'est l'USAID. Donc, c'est quoi la conscience pétro-challenger, si vous voulez, dans ce cas de figure? Je pense donc, dans ce genre de situation, on n'a pas beaucoup de choix que de penser qu'on a affaire, et c'est la dernière chose que je vais dire, à une militance 2.0. Et tout le monde sait ce que cela veut dire. La militance 2.0, c'est le rêve du spectaculaire. C'est cette militance qui permet que, en même temps, par moment, on prend fait et cause pour Vladimir le Gagneur qui meurt dans des conditions incroyables, et en plus, sur la base de la corporation, parce que tous, ou presque tous et toutes, on est photojournalistes, on est plus ou moins dans le spectacle. En même temps, l'espace de 2 ou 3 minutes, on fait un selfie pour montrer qu'on est dans la logique du repos des guerriers, qu'on a été manifesté et qu'on s'est fait voir devant le viaduc de Martelly sur la route de l'aéroport, et que même, on s'en fout même que la DCPJ ne nous dise rien sur ce qu'il est advenu de ce jeune homme, sans doute qui avait des projets pour sa famille, pour sa femme et probablement sa fille, de construire quelque chose pour lui et pour son pays. Évidemment, pour finir, quand on parle dans ce sens-là avec autant de ferveur, on ne peut ne pas penser que à Maniga. Vous savez, Maniga est réputé pour être un homme de droite dans ce pays. C'est quand même ce Maniga qui nous dit dans la crise haïtienne contemporaine qu'on peut quand même proposer une mondialisation maîtrisée en Haïti. Nous n'avons pas suffisamment les ressources nécessaires qui peuvent nous permettre de challenger, pour reprendre le mot très à la mode, les tenants, c'est-à-dire Hayek, c'est-à-dire Milton Friedman, du néolibéralisme. On peut quand même négocier ce que nous avons comme valeur. Aujourd'hui, au vu de ce qui se passe, nous avons tourné le dos à tout cela et tout le monde devient militant. Tout le monde devient militant parce que nous sommes dans un monde néolibéralisé, mondialisé, qui empêche aux jeunes haïtiens, stricto sensu, de se rendre compte que nous vivons quand même dans un pays qui a, malgré tous ces problèmes, produit quelque chose pour lequel il fallait se battre. Militer, quand on s'appelait Timaxis, quand on s'appelait n'importe quel jeune, parce qu'on croyait que dans l'espace public, au sens grand-sérien du terme, puisqu'il est question d'espace public, puisqu'il est question de politique, on pouvait intervenir en incarnant la figure du sans-part. Merci. Je remercie les intervenants pour ces présentations, je dirais passionnées, enflammées, et si je peux le dire ainsi. Et je pense qu'on va tout de suite passer aux questions, parce que les présentations ont été assez exhaustives, mais on va probablement prendre une pause et histoire d'écouter un peu de musique et ensuite on vous revient là-dessus. Merci. Mesdames et messieurs, nous voici de retour pour la série des questions à cette édition de Café Philo. Je vous rappelle que le thème c'est est-ce que nous vivons une conjoncture de crise? Nous avons écouté deux présentations, je dirais,
synchronisé, voire orchestré même, si je peux le dire ainsi. Et j'ai senti qu'il y a en filigrane des questionnements, je dirais même une remise en question, si je comprends bien, des acteurs eux-mêmes bien avant la conjoncture elle-même. Il y a une remise en question des acteurs de cette conjoncture bien avant le questionnement sur la conjoncture elle-même. Si je prends si je prends par exemple les questionnements que vous avez sur les pétro-challengers, par exemple, le rôle réel de l'opposition, par exemple, avec ce questionnement sur le drapeau qui a brûlé et l'implication de pseudo-acteurs, ce que vous appelez des entrepreneurs technologiques. Donc, dans le sens où plusieurs concours de circonstances nous forgent des acteurs qui, en réalité, ne sont pas des acteurs en tant que tels. Donc, il y a le questionnement sur les jeunes, leur rôle que Ralph a décrit dans sa présentation. Et tout cela me donne envie de vous demander, d'abord, est-ce que vous pensez qu'il n'y a que le gouvernement et le régime PHTK en tant que tel et ses corollaires versus l'opposition dans cette affaire? Parce que je ne pense pas vous avoir entendu parler, ou du moins pas en profondeur, du rôle de l'international, par exemple. Est-ce que l'international serait un acteur dans cette conjoncture-là qui se dessine sous fond de crise? Ensuite, je vous ai entendu évoquer les concepts et les principes du fonctionnement sociétal, mais comme si la politique serait comme la seule toile de fond de cette crise-là. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas d'autres facteurs comme les facteurs socio-économiques? Est-ce que l'économique ne joue pas un rôle aussi dans ça? Est-ce que le fonctionnement dans la pratique quotidienne de la société n'a pas son rôle à jouer aussi? J'ai entendu Ralph évoquer la question du néolibéralisme et je trouve cela intéressant. Donc, mon questionnement se pose là-dessus. Est-ce que ces acteurs ne se limitent qu'à ça ou est-ce que vous ouvrez la porte à d'autres facteurs qui pourraient expliquer cette conjoncture de crise? Sans plus tarder, et j'espère que vous allez peut-être faire attention à ces deux questionnements que j'ai eus, je vais faire appel aux gens qui ont donné leur nom pour cette série de questions. Je vous rappelle, il faut être concis, précis. Nous n'avons pas beaucoup de temps, ça a été des présentations assez exhaustives, donc il faut être assez concis et assez précis dans vos questionnements. J'appelle sur la gauche de la scène, Moïse Franklin Casimir, Chénal Augustin et McDonald Orphée pour la première série de questions. Moi salue et tout le monde qui est là dans le Café Philo et moi salue les téléspectateurs qui suivent l'émission ça. Moi content, ordinairement je ne pose des questions, mais comme thématique, la thématique qui est strictement politique, moi j'ai des questions. Bon, je salue surtout panélistes, Casimir Frem, Paulson, Ralph Frem encore Zamim. Et moi je pense que mon premier remarque m'a fait pour Casimir, c'est conjoncture politique. Conjoncture politique, c'est toujours problème que l'État a fait face. C'est-à-dire, là, nous parlons de conjoncture politique, nous disons ensemble de problèmes que l'État a fait face. Mais là, nous arrivons dans la crise. Crise, c'est situation qui bloque l'État. Et ordinairement, en Haïti, voilà que l'État a chargé stratagème qui toujours bloqué. Mais il y a un bagage qui toujours révélé et problème ça, c'est peuple là. Je ne dis pas population, moi je dis peuple. Parce que la population, il faut que nous séparions. Il faut que nous séparions la population. Que même dirigeants dans la population. Mais là, nous disons peuple. C'est-à-dire nous avons exactement le concept de masse. Il faut que nous clair tout que ces mobilisations, grèves, manifestations qui toujours montrent l'État à côté lui-même en crise. Sinon, en Haïti, l'État a toujours pédalé. Il va à côté de la crise. Si le peuple n'a pas sorti, nous n'avons pas jamais à côté de la crise économique parce que eux-mêmes, ils ont galvaudé, bambilé sous l'argent. Même parce que le concept, ça, il faut quasiment bien saisir. Crise n'est pas toujours mêlée avec conjoncture. Et il faut que nous gardions côté l'État à bloquer. Et qui ça fait l'État à bloquer? Moi, deuxième bagage, je ne pense pas que Casimir a fait un travail, même travail avec des gens qui posent des problématiques. Parce que Casimir dit que Carifier Star et subvention étudiants, on paquet de bagages. Mais il faut que vous gardiez tout, ça aurait les ordonnateurs et dirigeants de l'État. Parce que les gens qui ont responsabilité pour dépenser comme là, il n'y a pas qu'à la là sur les gens qui bénéficient de comme là. Il faut que nous gardions les gens qui
à dépenser comme l'État et comment il doit dépenser. Et ça fait tout les coups des comptes. Et m'a dit tout, surtout, pas de responsabiliser l'État, pas de responsabiliser dirigeants l'État sous quoi que yo même y a dépensé. Et faut que nous clair, moi-même question m'a posé, même s'il t'a dit maman chérie, même s'il t'a quelque chose bagaille là, question pas gon question portée politique et si n'a portée politique, peuple pas jamais justice. Faut que li gon portée juridique. Il y a des gens qui dépensent comme là, il y a des noms, il faut qu'il y ait code. Ça, c'est deuxième remarque. Troisième remarque, pour m'aller. Non, excusez, il faut que je me chante la première fois dans le café. Et troisième remarque, moi, je pense que les gens qui ont les têtes, Petro, Challenger, il faut que nous-mêmes tous nous gardions. Est-ce que ce n'est pas des fantaisistes, mais des fantaisistes qui ont fait des actions politiques? Là, je dis des fantaisistes. Par exemple, vous imaginez un Petro Challenger, quand sur Facebook, pendant la manger, il dit, ah, bon, là, on va là dans la chambre. Ça veut dire que c'est des gens qui ne connaissent pas bataille là, son bataille qui concrète, que eux même ont une responsabilité pour si on a ça qui est fait à la fois sous monde et comment on peut manifester derrière ça lui-même pour le Kembe. Et question pour Ralph, moi pense que Petro Challenger comme figure remarquable et influent. Est-ce que moun ça pas chercher nominaliser tête yo ou bien nettoyer quelques dirigeants, quelques chefs et est-ce que là il y a non démarche de prise du pouvoir? Ça, c'est question que je pour Merci. Je vais rappeler question pour Casimir. La question Casimir, c'est que, est-ce que Casimir lui-même, dans la déclaration le fait, est-ce que Casimir, dans la déclaration le fait, est-ce que l'IPAP nettoie des gens qui, dans la bataille Petro-Caribéa? Bonsoir. C'est ma première intervention à Café Philo. Enfin. Merci pour me remercier Casimir et Ralph pour l'intervention. Moi, j'ai un souci. Thème Café Philo à Soya, c'est est-ce que nous vivons une conjoncture de crise? Je ne suis pas le seul monde qui fait remarque ça. Je trouve que c'est difficile vraiment la crise haïtienne pour ta dire pas approfondir. Même j'ai l'impression nous pas vraiment aborder. Donc, qui j'en ai qualifié crise, conjoncture de crise, et dans quoi réside-t-elle? Merci. Bonsoir au public de Café Philo, bonsoir aux modérateurs, bonsoir aux intervenants. Nous ne sommes pas dans une crise, nous sommes dans des crises. Malheureusement, nous comprenons que le livre qui a un titre qui mentionne crise, c'est eux qui parle de crise haïtienne, mais il y a des essais très importants, très fondamentaux qui abordent la crise haïtienne, notamment les essais de Firmin, de Delorme, de Janvier, de Jean-Paul. Donc c'est pour montrer que la crise là est abordée dans l'autre livre de réflexion. L'approche que nous devons considérer dans l'intervention Ralph là, c'est l'approche de la crise de la récupération politicienne de la parole contestataire haïtienne. Donc si chaque mouvement populaire yo récupéré, chaque mouvement social récupéré par des politiciens, dans Vimando, dans quel sens vous pensez citoyens capables de participer dans la construction de l'intérêt général? Et pour les questions crise que je mentionné, moi, ce qui est fondamental, c'est que nous avons une crise qui est itérative, c'est-à-dire qui prend plusieurs formes par rapport à la conjoncture. Par exemple, la crise de la dissociation de l'État avec le peuple. Nous avons véritablement, après 1904, construit ou bien émergé un véritable État-nation. L'État-nation, c'est l'État dans les mêmes perspectives que la nation, ou bien l'État structurellement qui a fait un ensemble de bagages, et ou bien aspiration et populaire qui n'est pas accomplie. L'autre crise, c'est la crise de la désolidarisation de l'élite, ou bien des élites avec le corps social, ou bien une élite. Bon, entre guillemets, des élites, élites économiques, élites politiques, intellectuelles, qui a fait bagay pa yo et pour gagner aspiration populaire, problème populaire qui pas véritablement ancré dans aspiration élite. Donc, merci. Merci. Donc, nous prenons réponse à la première série de questions. Je vais demander aux intervenants pour répondre. Ensuite, on va nous passer à la deuxième série de questions. Donc, d'abord, je pense que les premières questions ont été adressées à Casimir, mais n'empêche, vous pouvez répondre à tout de rôle comme bon vous semble. Bon, et question en pile.
D'abord, pour la question que m'a adressée Paulson Pierre-Philippe, est-ce que cette crise à laquelle nous vivons, est-ce que cette crise met en relation, met en cause le pouvoir, encore le gouvernement et l'opposition? Je ne crois pas. Bon, déjà, dans ma petite présentation, j'ai très clairement fait comprendre que cela n'a pas seulement concerné le pouvoir et le gouvernement. Et alors, le gouvernement et l'opposition, que cela traduit ou encore cela transparaît dans l'ensemble des rapports sociaux qui existent en Haïti. Bon, il s'agit même, c'est la société, alors dans sa perspective sociétale, parce qu'il faut quand même apporter cette précision. Dès qu'on parle de sociétal, dès qu'on place l'adjectif de sociétal pour qualifier la société ou encore pour qualifier un type, une modalité de rapport de la société, ça renvoie purement et simplement à la société dans ses fondements. J'aimerais insister surtout sur le côté économique. Moi, je vais être très clair et très concis sur ce point. Je pense que pour analyser le côté économique de la chose, il faut, à mon avis, voir la façon dont cette économie-là est capturée pratiquement pendant 200 ans par ce que l'on peut appeler, ou ce qu'on a toujours appelé l'oligarchie économique de ce pays. C'est-à-dire que, suivant les formes, suivant les modalités de lutte, suivant les acteurs qui sont pris en compte, automatiquement, on est en présence d'une forme de lutte où l'économique, sous le couvert de la politique, sous le couvert des belles promesses politiques, l'économie, en général, se trouve en deçà des problèmes, même si, fondamentalement, le problème qui se pose dans notre pays, c'est le problème de la part des sans-part, le problème de ceux qui ont face à ceux et celles qui n'ont pas. Bon, pour ce qui est de la question que m'a adressée mon petit frère Moïse, à savoir la conjoncture, bon, je n'avais pas le temps d'exposer toute la littérature relative à la crise. J'ai surtout survolé, dans le cadre de ma petite intervention, le concept. C'est-à-dire, j'ai quand même jeté quelques petits clins d'œil. En réalité, le terme de crise, ou encore le concept de crise, charrie tout un ensemble de littérature. C'est pas par hasard que j'ai invoqué Myriam Rouvaud-Dallon dans la crise sans fin, parce que Myriam Rouvaud-Dallon est cette philosophe qui a très clairement montré qui a revisité le concept de crise pour montrer que le terme de crise ne saurait traduire une réalité, j'ai envie de dire, temporelle, contingente en réalité, que cela peut traduire, j'ai envie de dire, une réalité qui s'étend sur le temps long, pour utiliser le terme de Fernand Braudel. Maintenant, pour les autres remarques que tu as faites, mon petit frère, je suis pratiquement tout à fait d'accord, à savoir la façon pour le peuple, ou encore pour ceux et celles sur lesquels s'exerce le pouvoir, c'est-à-dire le peuple, les masses populaires, d'investir le politique, encore d'investir le débat politique, c'est-à-dire de montrer comment l'État gère concrètement le pouvoir et à partir de ses revendications. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Néanmoins, lorsque j'avais fait appel tout à l'heure à Carifesta ou encore à Corée étudiant, je voulais justement attirer l'attention des téléspectateurs, mais vous qui êtes de l'assistance, sur le fait que cette question Petro-Caribé a toujours été enclavée, a toujours été réprimée. Cela n'a pas eu, en tout cas, n'a pas eu cette audience dont elle bénéficie aujourd'hui. Deuxième chose, c'est que Carifesta, il faut quand même mettre l'accent dessus, Carifesta a ce côté, à mon avis, perplexe, ombrageux, de montrer, par exemple, comment la plupart des opérateurs culturels, et notamment ceux-là et celles-là qui revendiquent l'identité de Bedrock Challenger, la plupart d'entre eux ont participé peu ou prou et n'ont pas dénoncé la façon dont est financée cette activité-là. Moi, et je vais le dire en présence de mes camarades qui sont là, moi, je faisais partie de ces rares étudiants à avoir dénoncé Corée étudiant parce que j'ai estimé que la façon dont ce projet-là a été conduit et répondait purement à une logique politicienne, à une logique qui réduisait la noblesse, le statut d'étudiant à sa plus simple expression. Moi, je n'y ai adhéré nullement et je l'ai dénoncé publiquement à la faculté des sciences humaines. Donc voilà. Maintenant, pour ce qui concerne Chénal Augustin, il y a plusieurs façons d'aborder un sujet Chénal. C'est-à-dire, quand on construit un sujet, je ne vais pas te faire la leçon quand même, on a été quand même à l'université, on le sait très bien. Il y a quand même une manière classique, j'ai envie de dire académique, dans le sens
sacramentelle du terme, c'est-à-dire de voir, bon, il y a conjoncture dans un premier temps, il y a crise dans un second temps, de montrer comment la crise est. Je pense qu'on peut toujours formuler un sujet, et c'est ma position, c'est peut-être mon option à moi, on peut toujours formuler un sujet, et à partir de ce sujet, de proposer un regard. Parce que, à mon avis, un sujet, avant tout, l'orientation qu'on va donner, qu'on va imprimer un sujet, va dépendre du regard qu'on choisit, ou encore de l'orientation dans laquelle on veut se diriger. Bon, et McDonald Orphée, et bon, McDonald Orphée ne connaît pas, malheureusement, McDonald Orphée ne connaît pas. On n'avait pas le temps d'élaborer amplement sur la question. Moi, je connais la littérature de la crise. J'ai mon ami qui est diplomate actuellement, petit frère Ibéus, que je salue. On a travaillé à continuer, mais ça date pratiquement de 8-9 ans. On a travaillé sur cette question. On a même consacré une revue au phénomène de la crise. Ce sur quoi je ne suis pas d'accord avec McDonald Orphée, c'est qu'il s'en tient au terme de crise, alors que la littérature officielle sur la question montre que le terme de crise paraît insuffisant pour saisir le mal haïtien, parce que cela perdure, cela se perpétue. Comment peut-on parler de crise dans une société où les mêmes problèmes reviennent toujours, dans une société où le problème fondamental, qui est le problème de la distribution des richesses, le problème de la répartition des biens et services de la société, le problème de l'accès aux biens et services demeure entière. Donc autrement dit, j'ai quand même apprécié toute la littérature que vous avez quand même évoquée, mais c'est une façon de vous dire qu'en réalité, la réalité crisique, pour utiliser un terme plus éloquent, plus pompeux, la réalité crisique en Haïti a toujours été, bien entendu, l'objet de nombreux débats. Et j'ai même indiqué déjà dans ma petite présentation que même si le terme n'est pas très clairement indiqué dans le titre, même dans la formulation de l'ouvrage des auteurs, la plupart des ouvrages, la plupart des productions intellectuelles qui sont consacrées à Haïti ont peu ou prou rapport à cette réalité-là qu'on appelle crise. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je donne la possibilité à Harald d'approfondir davantage, parce qu'il y a quand même d'autres questions qui méritent d'être posées. Merci, moi j'y vais rapidement. Simplement, je veux attirer l'attention sur le fait que le format proposé à Café Philo pour débattre n'aurait pas pu faciliter, autrement qu'il l'a fait, une parole à deux qu'on a essayé, Casimir et moi, de tenir ce soir. Il n'empêche que, pour rebondir assez rapidement sur ce que vient de dire McDonald Orphée, du point de vue de la théorie de la connaissance, c'est-à-dire quand on se place précisément, quand on se met dans la position des chercheurs, il est plus intéressant de considérer leurs travaux de recherche en tant que ceux-ci s'inscrivent dans une dynamique nominaliste. Les chercheurs qui sont évoqués ici parlent de crise. On peut analyser, et c'est ça qu'on a essayé de faire, quand bien même le temps imparti ne nous aurait pas permis d'aller plus loin. Je pourrais par exemple de mémoire citer des livres qui parlent de la crise, et McDonald, l'effort dans le mal de Firmin, c'est un livre sur la crise haïtienne, quoi. Le cacoïsme bourgeois contre Salave de Roger Gaillard, encore une fois, c'est un livre sur la crise. Sur ça, nous pouvons nous entendre. Sur, je pense par exemple, pour finir, à l'hégémonie du provisoire du professeur Élie Tello, ça parle encore une fois de la crise. Et Chenal m'a demandé pourquoi, bon, enfin, Casimir a déjà réagi là-dessus, et je suis d'accord avec lui, Chenal, dans la mesure où je pense effectivement que les interventions intellectuelles, les interventions qui essaient de proposer d'un point de vue théorique un discours sur une question peuvent toujours être des prétextes pour aborder des questions plus sérieuses, plus précises. Il n'y a pas forcément une manière, il n'y a pas une méthodologie à proprement parler qui permettrait d'entrer en matière, comme on pourrait dire. C'est-à-dire qui permettrait, mieux que toute autre manière de le faire, qui permettrait donc d'aborder la question de la conjoncture. Et si vous avez peut-être prêté attention, Casimir a essayé de montrer que ce qui caractérise cette soi-disant conjoncture que nous vivons, il faut vraiment qu'on ne l'oublie pas, c'est le fait que, sous des traits peut-être nouveaux, la crise haïtienne est permanente. Le mal haïtien reste le même. Et un auteur
à mon avis, qui l'illustre parfaitement, c'est Michel Hector. Il y a des facteurs qui reviennent à chaque fois que l'on parle de crise en Haïti. Il y en a au moins deux qui me viennent à l'esprit. C'est une velléité de démocratisation et de modernisation. Et il y a un facteur de blocage à chaque fois aussi. C'est, puisque ça me permet d'anticiper en répondant à Paulson, toujours sous une forme ou sous une autre, le poids de l'international. Michel Hector considère qu'il y a des mouvements populaires, par exemple comme 46, qu'il ne considère pas à proprement parler comme des mouvements populaires et qui auraient, contrairement au mouvement de 1843, induit un contexte de crise, par exemple. On pourrait évidemment parler plus longuement sur ça dans un autre contexte, probablement à l'after, puisque Café Philo en fait, comme vous le savez. Sur la question de savoir, dans la mesure où le peuple est pris en sandwich, il est pris dans le piège des politiciens qui cherchent par tous les moyens à récupérer les mouvements populaires, en tout cas, dont ils sont les sujets. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme sujet politique collectif pour faire advenir un ordre politique émancipateur? Évidemment, si nous ne voulons pas être démagogues, ce n'est pas une question à laquelle facilement on peut répondre. Il y a des chercheurs qui ont essayé de proposer des réponses. Rancière parle par exemple de la déviation démocratique. Il y a des chercheurs qui pensent peut-être dans la logique heideggerienne qu'il faudrait reprendre la politique, qu'il faudrait, ou à la limite, réinventer la politique. Il y a plusieurs manières d'aborder la question. Une chose pour moi est sûre et sur laquelle je n'entends pas faire des concessions, c'est que Haïti a une histoire politique. Si nous voulons changer cette société, si nous voulons changer de système, comme on se plaît aujourd'hui à le dire, il faut se demander ce que cela veut dire, un système politique haïtien à proprement parler, et dans quelle mesure on pourrait essayer de le changer, si vous voulez, de le transformer à proprement parler. Avec les acteurs que je vois en place, qui se font passer pour les militants les plus zélés sur la cause haïtienne, contemporaine, politique, je ne vois pas comment cela risquerait de donner autre chose que ce à quoi le pays nous a déjà habitués. Je ne sais pas si j'ai probablement déjà répondu dans l'ensemble aux questions. Sinon, peut-être c'est toujours comme ça. Dans d'autres occasions, on pourra continuer l'échange. Et pour la deuxième série de questions, nous appelons Armand Joseph Jules, Wolgenson Noël, Petit François Ibréus, Petit Franc Ibréus, je m'excuse, et Francisco Pétion. Oui, je salue tout le monde qui fait présence jeudi à Café Philo et critique là c'est là le bras et tout, il doit les patap gen Café Philo à soir et puis à la dernière minute, il fait Jean bagarre avec 3 amis là Casimir Paulson Ralph. Moi me comprends ni et me pas plus répondre Casimir parce que Casimir yo pas fin bien monté. J'ai l'impression que des fois, on invite au vin balo, on doit dire, je ne suis pas prêt ou bien, je ne vais pas répondre sur ça parce que Casimir prend Carré Festa, il prend un programme social, il met dans Pédo Caribé, je ne vais pas répondre. Même, je suis plus intéressé à Ralph, qui a 3 dimensions. C'est l'État, équilibre là, et puis crise là. L'État, c'est ça que Montaigne dit, liberté, égalité, fraternité, c'est 3 principes, toute république. Crise là, c'est incapacité, différentes classes sociales qui disent qu'on va diriger peuple ça, ou bien destiner peuple ça, pour mener la réalisation monde. Parce que Haïti fait sous base ça, tout le monde c'est monde. Ça qui est problème là encore avec Ralph, tout le monde a un caméo de peuple. Quand dit peuple haïtien, tant qu'on voit en France, il a dit le peuple français, tout ce qu'on fait là, ou de réclamer de peuple parce que souveraineté pays c'est peuple haïtien qui potel parce que il fait la guerre, c'est dans la guerre le prendre, c'est pas cadeau fait le cadeau, c'est sang qui verser et tout ça faut obligé. Ça veut ou qu'arrive au jeune boulos a dit le peuple même là on va regarder en bas bagaille boulos là qui objectif li c'est 2400 machines il te kon vendre par année a, li besoin concurrencer Saint-Domingue pour le vendre 400 machines par mois. Nous ouais côté rivé. Moi Jean-Charles par exemple réclamer du peuple dans la dernière élection ça il réclamer du peuple mais le peuple qui réclame là c'est peuple côté le visé moun classe moyenne yo si classe moyenne n'a joine peuple a joine bon qui est fait lié par exemple mais
moi-même qui ai aspiration pour me diriger le pays, allez me dire le peuple. Moi, libération pays, parce que le pays a fait histoire déjà. Ce n'est pas Napoléon, je toujours dit ça, ce n'est pas Napoléon qui est entré en suprême vainqueur sous territoire ça. C'est Jean-Jacques Dessalines qui gagne guerre avec Capois, avec des gros ancêtres nous qui fait la guerre gagne. Donc pays a problème pays ou bien équilibre pays d'Haïti qui fait dans la guerre, qui fait dans colon pas gain droit piler là, fouler là en tant que maître là. Bill Clinton pas gain droit là pour la faire la leçon pour n'a décorer là. Moi c'est dans libération pays et équilibre pas n'a reprendre. Donc moi réclame du peuple haïtien, peuple qui sorti vainqueur dans 18 novembre, prêter serment 14 août, dans 8 13 août pour arriver 14 août là, prêter serment dit pas vivre sous domination. Peuple dans le monde ça qui c'est impérialiste. Moi là, donc le peuple, tout le monde qui a réclamé du peuple, Boulos Fel, ou qui on personnalité politique comme Moïse Jean-Charles Fel, ou qui même Fel tout aspire diriger le pays. Et pas diriger le Jean-Mouel là, comme si a monté état généraux, dans les Dovilliers dans matin là, qui a plein pour monnaie. Yo montent l'autre programme apaisement social, yo prend quelques autres monde, c'est lié, yo prend, yo pas Claude Moïse t'es là. Et pas ça n'a parlé. N'a parlé dans plus bas fond l'histoire nous. Côté nous sorti 18 novembre, nous sorti vainqueur pour nous monter on l'histoire qui chita sous droit peuple yo. Et là-bas là et merci pour café philo à soir. Monsieur et félicitations, c'est Wolgenson. Alors là moi gagne yon et je vais attirer l'attention sur trois bagailles. Premièrement, c'est que nous avons parlé d'une société qui est en crise. Alors, espérez bon à côté de moi. OK. Société qui est en crise. Alors, la question qui est en rapport avec le sujet pour journée, est-ce que nos sociétés, est-ce que ça nous est là, nos conjonctures de crise, est-ce que la société est en crise, etc. Donc, nous avons pour nous répondre mieux par rapport avec la thématique, avec la question qui est abordée. Nous vivons en effet une situation. Est-ce que c'est une situation de crise qui est révélateur d'un mal-être de l'haïtien ou bien qui révèle un malaise dans la société? Mais faut-il élaborer sur lui pour que nous puissions dire sujet à l'été débat. Maintenant, nous avons attiré l'attention, Ralph, sur la question de Petro Challenger que l'abordé. Mais constatant nous avons demandé Casimir, enfin, vous les deux, est-ce que nous qualifions ça va passer aujourd'hui avec cette nouvelle manière de faire que nous qualifions d'une forme de réveil citoyen qui ont même envie d'exprimer sous en réalité ou bien qui ont envie de parler d'un bagage qui a passé dans la société. Peut-être pas qu'on gagne ça avant, côté de dit, il y a des citoyens qui ont même mobilisé à demander pour gagner une reddition de compte par rapport à de fonds qui étaient utilisés, qui sont mal utilisés. Bon, alors, Casimir parlait de dilapidation, le fait nuance, est-ce que c'est dilapider fonds, ou bien c'est détournement, ou bien est-ce que c'est mauvaise gestion? Bon, là encore, ça est un gros débat. Même dans le qu'on est, lors de parler, Ralph, de usurpation, le Petro Challenger est un usurpateur. C'est un réactionnaire petit bourgeois. En réalité, pour avoir fait la faculté des sciences humaines, je connais ce concept, m'habitue à le concept réactionnaire petit bourgeois. Mais est-ce qu'on peut pas penser ou aller un peu trop fort? Est-ce qu'on a parlé d'un mouvement? Là, on parle de Petro Challenger. Vraiment, est-ce que son mouvement, est-ce qu'on a qualifié d'un mouvement? Pour qui ça, vous estimez c'est des usurpateurs ou bien c'est des réactionnaires petits bourgeois? Donc, nous avons pour nous une élaboration sur cette question pour ne pas prêter à équivoque parce que c'est quand même un débat. Et dernière question que je vais poser, parce que c'est quand même un bagage qui là. Est-ce que nous voyons que le mouvement ça a continué? Est-ce qu'à l'avenir, il ne peut pas camper dans la route? J'en ai regardé la évoluer là. Est-ce que c'est un bagage qui risque de venir aujourd'hui, là encore demain, et puis après-demain, nous ne pouvons pas exister à la lumière de quel événement? C'est-à-dire, qui ça kakembe un mouvement comme ça, si nous qualifions de mouvement ou quoi? Mais de toute façon, banoti et interprétation et compréhension de ça. Et c'est bon, je campe là pour le moment avec cette interrogation. Ça. Moi, assisté avec un pile attention à la fois intervention Casimir et intervention Ralph Lan pour parler est-ce que nous vivons dans une conjoncture de crise à partir de recension des écrits haïtiens, même des écrits étrangers pour montrer qu'il y a une crise. Moi-même,
me fait une simple observation. Et tant que j'avoue été capable d'utiliser pour me dire c'est constatation exacte fait à l'aide d'un ensemble de moyens d'investigation. Et puis, dans l'observation, je me trouvé un constant. Je trouvé un constant dans l'ordre social et politique haïtien. Mais l'élément qui est dans le constant, ça, bien que l'islam pas exhaustif. Élément décelé, je trouvé, oui, toujours des manifestations, protestations, corruption, désenchantement, obsession de départ, obsession de béton, usurpation, etc. comme constant. Ça vient un temps long dans l'ordre social et politique haïtien. Li tellement duré, li normal, li tourne en mode d'être l'État haïtien. S'il tourne en mode d'être, dans quel moment nous-mêmes, nous déceler une crise et pour qui ça tout, nous parler de une conjoncture de crise. Merci. Je dis bonsoir à tout le monde ici présent et merci aux deux intervenants et aussi à l'assistance qui a fait le déplacement puisque se déplacer aujourd'hui en Haïti par ces temps, par ces tristes temps, c'est très difficile. Et je dis particulièrement à Casimir qui m'a fait l'invitation de venir assister à cette intervention. Et bon, je crois que mes mots élogieux s'arrêtent là. En fait, je n'ai pas de questions, j'ai plutôt des remarques sur ce qui a été dit. Et bien sûr, il y a un intervenant qui a fait cette remarque, à savoir que le thème proposé n'a pas été traité. Et dans les réponses, Ralph a répondu que c'est un prétexte. Mais je crois que est-ce que tous les prétextes sont nécessaires? Moi, je crois que, par exemple, le sujet qui a été abordé, c'est la question Petro Challenge. Je crois que les deux intervenants ont parlé là-dessus. Et de ce point de vue, je crois qu'on peut leur présenter, ne serait-ce qu'à, même si on pourrait après faire des réserves, mais quand bien même, et louer leur vigilance, en ce sens que c'est pour la première fois que je vois qu'il y a ce qu'on appelle une problématisation de la question Petro Challenger. Et là, c'est des félicitations que je présente aux deux intervenants d'avoir su une chose qui passe pour aller de soi. Ils ont eu le courage de problématiser et ça, de montrer le problème que ça pose. Mais en contrario, on peut toujours se demander, est-ce que parce que c'est tout le problème en sciences sociales et en sciences po, et tout le problème est là, c'est-à-dire que le discours qui se veut scientifique, qui se veut analytique, en se posant, le discours devient immédiatement politique. C'est-à-dire qu'en problématisant la question Petro Challenge, comme en montrant que les Petro Challengers, en fait, ce sont des acteurs sociaux et politiques aussi, mais du même coup, ce discours qui dénonce ce mouvement est immédiatement, du même coup, devient politique aussi. C'est-à-dire que je crois que là, il y a un sérieux débat qui est lancé, à savoir que cette remise en question de Petro Challenge n'est-il pas du même coup une posture politique? Voilà, si vous voulez, comme question, ce que je pourrais adresser aux deux intervenants que je pourrais dire anti-Petro Challenger. Oui, donc, monsieur, nous parlons répondre à une question, mais rapidement, ma vie dit non, bagaille très pratique. Moi, j'ai remarqué que plusieurs intervenants disent il y a une indexation du mouvement. Alors, je ne vais pas parler de Petro Challenger en tant que tel, mais du mouvement Petro Challenge. Il y a une indexation en bonne et due forme qui a été faite. Moi-même, je me demande, est-ce que, en dépit de toutes les imperfections qu'on peut prêter à ce mouvement et de tout lieu à l'amélioration qui était gagné, est-ce qu'il n'y aurait pas une valeur ajoutée du mouvement Petro Challenge quand même à cette dynamique de revendication générale que nous est là? Et de manière plus terre à terre,
est-ce que la diabolisation du mouvement Petro Challenge est nécessaire? Jean Nouvelin. Sont sortis? Bon, ok. Alors, je commence d'abord avec on remarque Armand Joseph Jules. Armand Joseph Jules fait sous moi. Bon, heureusement, monsieur fait remarquer son bon monde. Pour une raison bien simple, parce que moi j'ai écrit sur cette conjoncture. Je ne sais pas si tu as écrit sur la conjoncture. Moi j'ai écrit sur cette question. Et mon article est disponible sur le site du Nouvelliste que j'ai intitulé Du danger de la dissuasion. Ma liste ça m'écrit. Je ne sais pas qu'on est sans écrit. Bon, c'est facile pour nous dire, pour un sujet, moi-même, j'ai un pile désaccord, je dis publiquement, j'ai un pile désaccord avec le professeur de Villiers. Mais monsieur gon service, monsieur rend tout étudiant qui te fait pour lui, c'est que monsieur montre que l'on a la connaissance et écrit. Moi, je vais prendre une position publique sur Petro Challenge et lorsque je l'aurai écrit, j'attendrai la position de mon ami Armand Joseph Jules. Ma liste ça m'écrit rapidement. Pour me au moins une idée de ça, l'article est publié en novembre 2018. Dans le mouvement Petro-Caribéen, on a identifié 3 rationalités. Et une rationalité qui est interpellée, je ne vais pas le Petro Challenge. Voilà ce que j'ai écrit, voilà le constat que j'ai fait. La dernière catégorie de rationalité reste quant à elle dans le no man's land. Elle prend 2 formes, l'opportunisme et le suivisme. L'opportunisme se voit en général dans la floraison des publications militantes sur les réseaux sociaux. L'activisme numérique devient alors le lieu de l'imposture. De la présence virtuelle à la participation réelle, tout est fait pour que le sujet soit lu, vu, liké et commenté. Ces individus dont l'image sur Internet importe plus que la valeur citoyenne de l'option choisie, je parle en l'occurrence du mouvement Petro, ils trouvent une aubaine pour se refaire une santé grâce au pétrotivisme institué. Si ça me dit à menti, ou pas militant, dit même pas connaît, moi-même qui était dans les humaines, je me dans la rue, je pas connaît un gros souci ça pour on est sorti en bas à fois pour aller faire photo dans un restaurant dans centre-ville là pour dire qu'on saute dans la rue. Si là m'a regardé bagaille ça c'est de la méchanceté et c'est de la méchanceté la plus plate. On pas comprendre le sujet etc. J'ai indiqué les causes structurelles, j'ai indiqué les causes conjoncturelles. On va arriver à comprendre bagaille ça. C'est à moi que tu parles, en tout cas. Deuxième question, c'est Walgenson Noël. Petro Challenge réveil citoyen. On peut toujours se tromper sur cette affaire Petro Challenge. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un mouvement Petro Challenge. Classiquement. Et peut-être n'a pas un argument d'autorité, je pense avec Petit Franck qui est là. Nous-mêmes qui faisons sociologie connaissons ça très bien. Bon, j'ai un mouvement organisé. Bon exemple simple. Pour qui ça, mouvement Petro Challenge, il était entre Avenue Christophe là et Carrefour Aéroport. Il faut nous poser la question ça. Pour qui ça, moun jusque là qui est en province pas revendiqué, pour qui ça, ce sont les mêmes porteurs. Il n'y a pas 10 moun qui porte parole Petro Challenge. Et c'est pas sans raison que fait non Carlos Joseph cité automatiquement même moun ça a sorti. On l'autre exemple encore et je parle, moi regrette, je pas connais c'est là peut-être heureusement. M'a pas tiré on m'a fait attention sur une remarque. Ça qui ne doit pas jamais intéresser. Regardez comment le paysage médiatique a organisé Parole Petro Challenge. Ou pour regarder des gens, c'est non certain type de médias. On parle de Armand, c'est Armand parle sous Caraïbes. Il y a des médias. Armand parle là-dedans. Il ne pas de légitimité parce que estime Armand c'est qui fait partie de convoy Roche. Et tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Et je suis obligé de le dire publiquement parce que Vélina parle dans série de médias. Emmanuel Adouyo parle dans série de médias qu'on ne peut pas parler parce qu'on n'a pas de légitimité là-dedans. Et moi-même, moi connais Armand Zami Pamna. C'est un monde authentique. Je précise ça. Et alors, pour me tourner sur Golgenson, il n'y a pas que ça avant. Réveil citoyen. Ça que le réveil citoyen. C'est une grosse question pour nous poser. Oui. Qui l'a réveil citoyen? Qui l'a, à un moment donné de la durée, des gens poser des. Ma tire attention sur ce bagage. Dans ce premier temps, ils ont estimé que les politiciens pas de là-dedans, ils mettent le dehors. Dans ce second temps, ils rapatrient. Ils n'ont pas de projet politique. Ils ont des projets politiques. Ils ont passé, mais il y a passé formulaire sur Internet. De quoi est-il question dans cette affaire? Il faut se poser la question. Donc, le professeur Dovillier, matin, souligne un bagage que je trouve intéressant. Il s'agit d'une foule. Et c'est vrai, pour une raison bien simple. Regardez déploiement, regardez comment parole est portée, regardez confusion qui gagne, regardez jeu d'acteurs qui gagne là-dedans. Parce qu'un mouvement, quelque part,
Il y a une forme d'organisation, et forme d'organisation, pas parce que seulement ou mettez comme porte-étendard, ou Petro-Caribé, etc. Et automatiquement, ou êtes dans un mouvement. Qui ancrage populaire mouvement Petro Challenge? Je vais poser moun qui Petro Challenger question ça. Est-ce que, par exemple, si à Cité Soleil Kounia là, le jeune de Cité Soleil va se sentir concerné par cette question? Petit frère Ibreus, sous question de l'histoire sociale haïtienne, je suis d'accord avec vous. D'accord avec vous. Et ce n'est pas sans raison que fait, dans le moment où ma porte-parole, précisément, moi insisté sur le fait que moi dis mal haïtien. Je ne dis pas crise haïtienne. Parce que moi-même, je ne pense pas que un bagage qui a perpétué comme ça, qui était constant pour les crises, je pense que c'est mal haïtien. Et bon, les causes de maladie de mon Paul, qui c'est un monde qui rend un pays en pile service, que justement, que haïtien a de regarder, justement montrer. C'est surtout malheur nous avons regardé, mais c'est surtout malheur qui intéresse. Je prends un prétexte pour parler de crise, pour regarder ça que fait nous dans l'état ça. Mon souci à moi, et je vais répondre à la question plus clairement, mon souci à moi, ou encore, ma position, c'est que nous ne vivons pas une conjoncture de crise. Nous vivons une modalité spécifique de cette structuration, m'avait dit, de notre social caractérisée par la misère. C'est position pas. On ne peut pas penser dans une conjoncture de crise. Mais comme nous sommes dans une situation où nous obligés de poser problème comme ça veut dire faut nous au moins médiatique, conjoncture de crise. Ça fait buzz, ça au moins fait moun vini, ou dit conjoncture de crise. Mais tout le monde qui fait sociologie, qui lit histoire sociale pays, qui lit histoire pensée haïtienne, on connaît que ça gagne l'arrêté gens lié à entier. Et Francisco Pétion, bon, est-ce que les prétextes nécessaire vigilance, etc., etc. Je rappelle nous qu'en janvier, lorsque Maître de Michel a déposé dossier dans le tribunal, il n'a pas fait tout bruit ça. Bon, je ne peux pas comprendre comment un couple qui est passé entre Maître de Michel, entre Moïse Jean-Charles, entre le sénateur Youri, et puis à un moment ou à l'autre, je m'exprime historiquement, je vais m'écrire pour publier. C'est Paul qui fait tout le dégât ça. Si pas que Paul qui dans le game, ça ne va pas priver Jean Rivière. Paul qui attaque Caleb pour diable, Caleb qui toujours été convaincu, et c'est une bagaille que moi maintenant, monsieur, heureusement nous avons de bons rapports. Monsieur qui croit en Haïti qui mérite de changer, monsieur dit, il y a Paul qui ont challenge. Mais en réalité, l'on regarde toute histoire Petro Challenge, c'est un bagaille qui passe du numérique, gon constant entre push-up challenge et Petro Challenge. Il était sur internet là. Entre moun qui fait push-up yo, et moun qui fait mouvement yo, il était sur internet là. Et c'est pas sans raison que fait moi partir nous attention de son bagaille. Tout le monde qui est intéressé à l'image, moi je suis journaliste, je le sais très bien. Ou pour que pas arriver plus loin en bas Kawash là. Sauter en bas Kawash là, arriver traverser l'avenue Christophe là et puis faire photo. Parce que justement, il n'y a pas grand crash. Et est-ce que cela donne une valeur ajoutée au mouvement? Qui valeur ajoutée dans le pays côté ou bien un groupe de monde qui, dans un premier temps, dit qu'il n'y a pas qu'à vivre dans le pays, il a estimé que il n'y a pas qu'à travailler, il n'y a qu'à vivre à l'étranger. Problème, ce n'est pas problème pas comme jeune haïtien. Problème pas, ce n'est pas problème. Côté, je pose le problème Petro Challenge parce que je ne peux pas vivre, parce que je ne peux pas vivre à l'étranger. Problème pas, c'est que une question de droit qui posait, il faut que reddition de compte faite. Une question côté, comme ça, si il était dépensé convenablement, il y a des gens qui ont accès avec une quantité bien à service. Mais regardez, suivant que c'est Armand Potel, et m'a cité non là, Armand Potel, Beltis Potel, Velina Potel, Emmanuel Potel, ils n'ont pas porté même parole. Et il suffit qu'on y regarde, les documents sont là, les interviews sont là, il y a une interview fait à Valérie, il y a une interview fait dans Métropole, il y a une interview dans Télé Superstar. On va prendre compte que c'est deux types de discours différents. Un discours gauchiste, qui est non logique de radicalité ou de renversement, etc., de tabula rasa, et un discours lui-même, entre guillemets, et m'avait dit citoyenne, mais qui à la limite réformiste, mais ce n'est pas réformiste, non, son discours réactionnaire qui a réhabilité un type d'oligarchie qui jusque-là, à un certain moment, qui n'a pas de gain espace, qui estime qu'il y a un droit à un ensemble d'espace, et qui estime qu'il y a une bonne opportunité pour gagner accès à l'espace. Globalement, c'est point de vue PAM sur Petro Challenge, et m'espérer, et c'est sur quoi je veux terminer. Le m'a pas réponse pas na position pas na sur Petro Challenge, il a publié m'a tande Armand Joseph Jules qui ses amis la répondre moi dans même terme n'a répondre parce que même je n'accepte pas les diatribes, je n'accepte pas les brûlots. On moun estime même pas correct, ou venir avec même argumentaire là et pour montrer en quoi moi pas correct. Mais voilà.
Merci de me donner la parole à nouveau et pour une dernière fois. Je précise pour Pétion et pour d'éventuels amis ou gens qui ne seraient pas d'accord avec nous ou qui auraient tendance à penser, dans mon cas précisément, que en campant comme nous venons de le faire, un discours aussi critique sur le mouvement entre guillemets Petro Challenge, nous tenterions de valider une posture politique. Permettez que je vous dise uniquement ceci. Moi, je suis quelqu'un qui se fait des ennemis pour toutes sortes de raisons qui ont un rapport au fait de dire ce que je pense. Lorsque je disais ce que je pensais, étudiant à l'école normale supérieure, sur l'administration de Béra Senatus, je disais ce que je pensais. Je continuais et je continue d'aimer Béra comme modèle d'intellectuel haïtien qui me parle profondément. Simplement, j'ai trouvé que, et je pense que la question que j'ai posée, que j'ai soulevée dans mon texte, elle est encore d'actualité, que l'école normale est au fond d'une poubelle et que l'administration, et pas que l'école normale, pratiquement tous les décanats de l'Université d'État d'Haïti ont foutu cet espace universitaire dans une poubelle. Et que si il y a des étudiants, il y a des professeurs, il y a des gens qui fréquentent ces espaces, qui estiment qu'on peut dire que la situation va mal et qu'il faut changer les choses, écoutez, aux gens de continuer à raconter des conneries. Vous vivez dans un pays où, dès que vous êtes critique, dès que vous vous exprimez sur une situation, vous devenez méchant. À aucun moment, c'est ça qui est le plus important pour moi, personne ne peut dire que Ralph est un corrompu, Ralph est un corrupteur. Moi, je défends mes idées, même avec des amis dont je suis très proche. Je défends mes idées et je veux pouvoir continuer à le faire. Cette problématique, elle existe, elle est au cœur de la philosophie, notamment de la philosophie du XVIIe siècle, pardon, mes amis. Est-ce que nous sommes libres de dire ce que nous pensons? Écoutez, donc quand j'ose dire ce que je pense et que je me fais des ennemis pour ça, parce que je serais un aigri, un frustré, parce que comme me l'a dit Keb une fois, et je critique toutes les activités, tous les mouvements dans lesquels je ne me sens pas concerné, dans lesquels je ne me retrouve pas. Écoutez, moi je critique Café Philo et j'admets que d'autres gens critiquent Café Philo. Café Philo est un espace ouvert à la critique. Si Fabrice était là, si Casson était là, Pétion est là, Philippe, s'il était là, il pourrait le dire, que nous acceptons que des gens viennent critiquer ce que nous faisons. Nous ne recevons de leçons de personne, simplement. Nous sommes des intellectuels. Et moi, je veux insister là-dessus. Quand j'essayais tout à l'heure de porter une parole sur le Petro Challenger, ce n'est pas comme si je faisais un texte comme j'en vois sur Facebook, sur Twitter, où l'on fait des posts pour radoter. J'essaie de lire les gens qui ont produit sur des questions qui m'intéressent. Donc j'ai une subjectivité, si je peux dire, de chercheur. Et en plus, comme l'a dit Louis-Joseph Janvier, moi j'aime Haïti de furieux amour. C'est un pays qui me parle énormément. Je m'intéresse au mouvement de jeunes, je m'intéresse aux partis politiques. Pourquoi, d'où me viendrait cet intérêt à toujours parler d'Akao, de Racine Campep? Peut-être que je me trompe et de Lavalas. Je me retrouve là, dans cette position, ou bien dans ces zones de positionnement. On peut faire débat. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je ne dis pas automatiquement qu'il est un méchant, qu'il est un haineux, qu'il m'en veut. Moi, je suis dans la logique du débat. Et je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, du moment que je pense que ce que je dis correspond exactement à ce que j'essaie d'exprimer, de penser, pardon. Sur la question de Paulson, qui rejoint dans une certaine mesure Wolgenson, écoutez, moi je veux bien que ça soit Paulson, un mouvement, entre guillemets, qui apporte une valeur ajoutée. Un mouvement peut-être qui s'inscrirait dans la logique du mouvement Occupy Wall Street ou de Nuit debout. Simplement, je réalise que quand vous avez ce genre de mouvement qui permet par exemple à des jeunes qui ont fait le choix contraire d'essayer de l'approprier, de se le revendiquer en écrivant des textes pour dire, écoutez, voici la génération juvénile qui va changer les choses en Haïti, démagogiquement. Je demande qu'est-ce que cela veut dire. Quand vous faites un mouvement, moi j'étais devant, je participais à la marche, la première activité publique qu'il y a eu sur l'affaire Petro-Caribé. Je n'étais pas d'accord quand on empêchait
à Mika Ben d'être présent, on empêchait à Anel Bélizer, à Éric Jean-Baptiste d'être présents pour exprimer leur frustration, pour exprimer leur colère. J'estimais qu'ils avaient le droit, que l'on pouvait ne pas être d'accord avec eux, mais que dans un espace que l'on veut démocratique, il faut offrir au moins l'occasion à ces gens de dire ce qu'ils pensent. En plus, c'est eux qui ont la paternité de l'affaire Petro-Caribé, pas les Petro-Challengers. Je n'ai rien contre les individus soi-disant qui se feraient passer pour des Petro-Challengers. Je critique leurs pratiques et j'essaie de regarder leur horizon pour voir ce qu'ils peuvent proposer comme changement, comme discours nouveau à la société haïtienne. Et j'estime qu'ils en restent à la réaction, qu'ils sont des petits bourgeois qui, simplement, quand ils disent « nous voulons que les choses changent dans ce pays », comme Pape Jean-Paul II, au fond, proposent quelque chose d'une main qu'ils veulent reprendre d'une autre main. Écoutez, dans ce pays, Dimitri Vop est Petro-Challenger. Ce même Dimitri Vop a son nom cité dans le rapport partiel. On ne peut pas discuter de ça sérieusement dans ce pays. On est déjà automatiquement méchant. Moi, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Et moi, je veux continuer à faire ce que je fais. Par exemple, moi, j'ai entendu des jeunes parler de pétro-militants. Ça veut dire quoi? Vous êtes pétro-militants. Un peu de sérieux quand même. Alors, moi, je veux bien que ça apporte une valeur ajoutée. Ce que je constate en ce moment, c'est que les pétro-challengers sont dans une course contre le temps. Ils ne veulent pas que l'on ne parle plus, même sous un mode conjoncturel de pétro-challenger. Donc, ils sont obligés de s'adapter. Maintenant, ils proposent, je réponds à Moïse, ce que je n'ai pas eu le temps de faire tout à l'heure, ils proposent un document de transition où ils demandent un formulaire aux gens. Écoutez, est-ce que vous pensez que nous ferions mieux de prendre part à la transition? Au moment même où ils le font, il y a des jeunes qui sont tués, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui triment pour exister dans ce pays. Il y a des gens qui prennent part, tant bien que mal, à des manifestations qui viennent d'avoir lieu et qui pensent que c'était légitime d'exprimer leur colère. Écoutez, de quoi nous parlons en fait? Donc nous sommes dans toutes les positions, nous sommes pétro-challengers, nous surfons sur Internet et en même temps, nous faisons la révolution. C'est une vaste plaisanterie quand même. Et la dernière chose pour finir, est-ce que, si vous voulez, on ne pourrait pas parler du fait que, on ne pourrait pas dire qu'il y a probablement crise, mais il y a un autre moment où peut-être qu'il faut penser à autre chose. Casimir l'a déjà bien signalé et les intervenants qui sont venus prendre la parole ici pour faire des commentaires ou poser des questions l'ont plus ou moins, à mon avis, entrevu quand ils nous disent « Est-ce que vous comprenez, ça c'est l'intentionnel qui parle, que dans chacune de vos interventions, vous avez fait mention de la littérature existant sur la question. S'il en est question, s'il est vrai que l'on a fait cela, je ne vois pas pourquoi on continue à nous demander si nous pensons que nous sommes surtout dans une conjoncture de crise, plutôt que de penser et de comprendre, c'est ça finalement le sens de notre propos, que sous une forme peut-être actualisée, le mal pour la question haïtienne, la question sociale haïtienne reste et demeure la même. C'est-à-dire la question classique que pose par exemple Sauveur Pierre-Étienne. Comment peut-on exclure de la cité, de la société, un groupe de gens qui sont plus nombreux et ensuite leur proposer un contrat social après avoir amassé, la question est où sont aussi, toutes les richesses du pays après le départ des colons, c'est-à-dire à l'aube de 1804. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir accepté de faire ce jeu avec nous. Nous espérons que l'aventure se poursuivra, et non seulement ici à Café Philo et dans d'autres espaces. Quant à moi, en attendant que Paulson y mette un terme, je vous en remercie une énième fois. Merci de vos applaudissements. Merci d'avoir été patient, d'avoir pris le temps d'écouter ces deux présentateurs, ces deux artisans de la lettre et de l'écriture qui ont bien voulu nous présenter leurs idées sur les différentes questions et particulièrement sur cette question de crise et de conjoncture. Nous vous remercions d'avoir été avec nous, d'avoir participé avec nous à ce café plutôt corsé aujourd'hui, mais nous vous attendons même heure, même chaîne, à la semaine prochaine pour un autre Café Philo. Merci. En carton yo palais, dit ou mérité, ou pas te doit lever, ou pas te doit l'aimer, c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blessé,
pas laisser au plaisir. Nous c'est seul père descendre en bacale à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est y'en et l'autre, c'est y'en dans l'autre.